Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Croya. Dans cette vidéo, nous allons parler des préférences dans Photoshop CC 2019. Alors la vidéo est un peu longue, je mettrai dans la description les différentes parties des préférences. Bien, alors les préférences, vous y avez accès depuis le menu Édition Préférences. Sur PC c'est comme ça, sur Mac vous devrez aller dans le menu Photoshop, que je n'ai pas ici, qui est en haut à gauche, et vous aurez les préférences dans ce menu. Sinon, vous allez utiliser le raccourci CTRL-K sur PC ou Command-K sur Mac. Très bien, donc je vais détailler en premier lieu le volet général. Vous avez ici sélecteur de couleurs, par défaut, c'est le sélecteur Adobe. Vous aurez la possibilité d'avoir le sélecteur Windows si vous êtes sur PC ou celui de votre système d'exploitation si vous êtes sur un Mac. Et la différence en fait va se situer au niveau du sélecteur de couleurs. Alors le sélecteur de couleurs, regardez, habituellement lorsque on double-clique par exemple ici sur la couleur de premier plan, le sélecteur de couleurs s'affiche, c'est celui-ci. Donc ça c'est le sélecteur de couleurs Adobe. Si je fais appel à l'autre sélecteur, celui de Windows par exemple, et que je double-clique sur la couleur de premier plan, voilà, je vais me retrouver avec ce type de sélecteur qui n'est pas du tout le même. Ça y ressemble, hein, on va pouvoir faire la même chose, sauf que voilà, il n'est pas présenté de la même manière. Ensuite, vous avez en dessous ici le sélecteur de couleur UHD. Et là, vous avez la possibilité, donc, dans la liste, d'aller modifier son apparence. Alors, qu'est-ce que c'est que le sélecteur de couleur UHD? Ici, j'ai créé une page blanche et j'utilise l'outil pinceau. Vous aurez la possibilité de changer rapidement les couleurs en affichant ce sélecteur de couleurs UHD. Alors sur PC, il faudra utiliser les combinaisons de touches majuscule Alt plus clic droit. Et voilà, vous aurez ce fameux sélecteur de couleurs dans lequel vous allez pouvoir choisir une couleur, ici une teinte là, et ensuite vous allez pouvoir choisir la saturation ou la luminosité de la couleur. Bien, alors sur Mac, il faudra utiliser le raccourci commande plus contrôle plus option plus clic gauche. Et donc en fait le truc c'est que ici vous allez pouvoir donc changer l'apparence de ce sélecteur de couleurs dans les préférences. Voilà, donc il peut s'afficher soit avec une roue chromatique, soit avec le cube de teinte que je vous ai montré tout à l'heure. On va trouver en dessous ici interpolation de l'image. Dans la liste ici vous allez choisir un algorithme utilisé par défaut par Photoshop lorsque vous allez faire un redimensionnement d'une image ou un changement d'échelle de celle-ci. Je vous rappelle que lorsqu'on agrandit une image ou lorsqu'on réduit une image, on change le nombre de pixels de cette image. Et ce changement de pixels est réalisé par un algorithme. Et là, vous allez choisir l'algorithme utilisé par défaut par Photoshop lorsque vous allez faire un redimensionnement ou un changement d'échelle de l'image. Voyons voir maintenant les options. Vous avez la première option ici qui est décochée par défaut, c'est mise à jour automatique des documents ouverts. Alors qu'est-ce que cela signifie ça? En fait, si j'ouvre un document dans Photoshop et que je le modifie dans un autre logiciel que Photoshop pendant ma session de travail, ou alors si une autre personne la modifie alors que je suis en train de travailler dessus, admettons que je travaille au sein d'une équipe et que l'image ici que j'ai sous les yeux, quelqu'un est en train aussi de la modifier en même temps que moi, je verrai les modifications si j'ai coché l'option. Par défaut, c'est décoché. Alors concrètement, on va voir un exemple. J'ai donc cette image ouverte dans Photoshop et je vais la modifier avec un autre logiciel que Photoshop, puisque là je ne peux pas avoir deux Photoshop ouvertes sur mon ordi. Je vais la modifier avec ce logiciel ici. Je fais par exemple un gros trait tout moche comme ça, j'enregistre l'image, je retourne dans Photoshop et vous voyez que la modification n'a pas eu lieu puisque l'option est décochée par défaut dans les préférences. Si maintenant je coche l'option, je valide et que je refais une modif ici, voilà, j'enregistre l'image, Photoshop automatiquement va m'afficher les modifications réalisées en dehors de Photoshop. Donc ça, je vous dis, ça peut être intéressant si vous travaillez à plusieurs sur la même image. Admettons que là, dans cette image-là, je m'occupe du texte, par exemple, ou d'une autre retouche dans une toute petite partie de l'image, et quelqu'un s'occupe d'une autre partie, mais avec soit un autre Photoshop, soit avec un autre logiciel. Voilà, je pourrais voir en temps réel les modifications dans le document ouvert. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous allez ensuite dans le panneau historique, vous verrez voilà, les mises à jour à partir du fichier affiché ici. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas les voir, vous pourrez les annuler bien sûr et vous retrouverez le document avant les modifications. Ensuite, vous avez ici désactiver l'écran d'accueil. Donc l'écran d'accueil,
c'est celui-ci. Donc là, je suis avec la dernière version de Photoshop, la CC 2019. Si je clique sur la petite maison, je retrouve l'écran d'accueil. À chaque fois que vous lancez Photoshop, vous tombez sur cet écran d'accueil. Si vous ne souhaitez pas l'avoir, décochez tout simplement l'option dans les préférences. Après, en dessous, on trouve l'option utiliser l'interface hériter nouveau document. Lorsque vous faites un nouveau document, donc CTRL-N sur PC ou commande N sur Mac, vous aurez cette boîte de dialogue, qui est donc la nouvelle boîte de dialogue. Si vous ne l'aimez pas, vous pourrez toujours, depuis les préférences, cocher cette option. Et lorsque vous allez créer un nouveau document, vous aurez l'ancienne boîte de dialogue, voilà, qui est celle-ci. En dessous, on va trouver l'option ignorer la transformation lors de l'importation. Lorsque vous importez un document, par défaut, puisque c'est pas coché, vous avez la possibilité de transformer l'image. Regardez, je vais aller chercher ici la commande, par exemple, importer et lier. Je vais aller chercher, par exemple, cette image-là. Lorsqu'elle arrive, vous avez les poignées de transformation qui vous permettent, dès l'importation, de pouvoir changer la taille de l'image ou de lui faire une rotation ou une déformation si besoin. Donc ça, par défaut, c'est comme ça. Si vous décochez l'option, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Regardez ce qui va se passer si j'ignore la transformation lors de l'importation. Lorsque je vais aller importer à nouveau cette image, l'image va arriver redimensionnée par rapport à mon document, mais je n'aurai pas tout de suite les poignées de transformation. Je devrais faire appel à ceci avec la commande transformation manuelle que nous avons vue tout à l'heure. Donc, vous avez vu, l'image ici est arrivée adaptée à mon document. Alors pourquoi ? Parce que ici, nous avons dans les préférences, encore une fois, l'option ici redimensionner pendant l'importation. D'accord ? Donc ici, je vais décocher cette option et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais supprimer l'image, je vais à nouveau l'importer. Cette fois-ci, l'image va arriver avec sa taille d'origine, vous voyez ? Et puisque j'ai décoché aussi la possibilité de faire une transformation tout de suite, je n'ai pas non plus les poignées de transformation. Bien, puisqu'on en est avec les importations, ici vous avez l'option toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation. Ça, par défaut, c'est coché, c'est-à-dire que lorsque vous faites une importation, l'élément importé sera un objet dynamique. Si vous ne souhaitez pas avoir d'objet dynamique lors de l'importation, vous décochez cette option. Alors, pour vous illustrer le propos, je vais recocher ici redimensionner pendant l'importation. Je vais faire appel à nouveau à la voiture que j'ai importée tout à l'heure, mais j'aimerais qu'elle fasse pile la taille de mon document. Alors, je coche ça, mais je vais décocher ici l'option toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais aller chercher ici la commande, cette fois-ci importer et incorporer. Je ne vais pas la lier. Et je vais aller chercher à nouveau cette voiture. Donc, elle va être redimensionnée à la taille de mon document. OK. Et ici, vous voyez, c'est un calque de pixels simple. Ce n'est pas un objet dynamique. Donc, je vais la supprimer et je vais à nouveau faire appel aux préférences et modifier l'option. Cette fois-ci, je vais cocher toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation. Et je vais aller à nouveau importer et incorporer cette image. Et vous allez voir que cette fois-ci, l'image sera importée en tant qu'objet dynamique. Voilà, on le sait car on a ici cette petite icône qui nous indique que c'est un calque de type objet dynamique. Après, on a des options simples comme exporter le presse-papier. Donc le presse-papier, c'est tout ce que vous aurez mis en mémoire lors d'un copier-coller par exemple. Si vous souhaitez que votre ordinateur garde en mémoire ce que vous avez copié dans Photoshop après avoir fermé Photoshop, vous pouvez cocher ici l'option exporter le presse-papier. Si vous le décochez, lorsque vous fermerez Photoshop, vous allez purger la mémoire de votre ordinateur au niveau de ses copies. Après, vous avez ici signal sonore en fin d'opération. Lorsque vous allez utiliser beaucoup de ressources de votre ordinateur lors d'une action, Photoshop vous avertira de la fin de l'opération par un petit signal sonore. Vous avez ce petit message ici. Les modifications apportées à l'espace de travail prendront effet au prochain démarrage de Photoshop. Concrètement, c'est ici désactiver l'écran d'accueil. Lorsque vous décochez ou vous cochez cette option-là, vous ne verrez l'effet apparaître que lorsque vous lancerez Photoshop la prochaine fois. Nous allons voir maintenant les préférences de l'interface. Vous cliquez sur interface et vous allez voir ici la possibilité de changer le thème de couleur. Donc, si vous cliquez sur les carrés, ici, vous verrez apparaître l'interface avec d'autres couleurs. OK. Et il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est couleur des tons clairs. Par défaut, vous êtes sur par défaut. OK. Et regardez ici mon panneau calque. Par défaut, lorsqu'un calque est sélectionné, il apparaît en gris clair. Donc c'est pas très visible. En revanche, si vous cliquez ici sur bleu,
vous le verrez apparaître en bleu. Donc là, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Vous aurez d'autres choses aussi. Par défaut, vous voyez ici, là, c'est surligné en bleu très clair, alors que si vous vous mettez en bleu, ce sera un bleu plus atténué. Vous avez ici des choses intéressantes en ce qui concerne l'affichage de votre espace de travail. Si je veux avoir une autre couleur là, je peux définir une autre couleur depuis la liste. Je peux avoir du noir, voilà. Je peux avoir du gris moyen, etc., etc., du gris clair. Et si je souhaite une couleur personnalisée, je clique sur personnaliser et j'aurai la couleur personnalisée qui va s'afficher. Et cette couleur-là, je la choisis ici. Sélectionner la couleur personnalisée. Si je clique là, je vais ouvrir le sélecteur de couleurs et je vais pouvoir changer, hop, la couleur qui sera donc la couleur personnalisée. Vous avez là à côté le cadre donc du document. Ici, c'est le cadre de mon image là qui est ouverte. J'ai une ombre portée que j'ai choisie ici, vous la voyez apparaître là. Si vous n'en souhaitez pas, et si vous souhaitez au contraire avoir une ligne, dans la liste vous allez choisir ligne. Donc on la voit un petit peu ici. Alors, il faudrait que je me mette avec une couleur gris clair, on la verra mieux. Ou alors je vais choisir une couleur blanche pour le fond. Vous allez voir, on verra mieux la ligne. Voilà, on la voit pas très bien, mais c'est une toute petite ligne noire ici, voilà, qui apparaît. Sinon, si vous ne voulez rien, vous cliquez sur 100 et vous n'aurez absolument rien. Ni ombre portée, ni ligne. Ensuite, les autres paramètres, c'est la même chose, mais en fonction du mode d'affichage choisi. Vous avez plein écran avec les menus, vous avez le plein écran ou plan de travail. Donc en fait, lorsque vous choisissez ici, vous voyez, dans la barre des outils, vous avez plusieurs affichages possibles. Par défaut, on est avec le mode fenêtre standard. Si vous cliquez là, vous aurez ce mode-là. Et si vous choisissez l'autre, vous aurez le mode plein écran, voilà, n'affiche rien d'autre que votre document. Utilisez le raccourci F pour passer d'un mode à un autre. Donc vous voyez ici, en mode plein écran, je suis avec le fond tout noir, c'est parce qu'il est défini comme cela dans mes préférences. Vous voyez ici, plein écran, j'ai noir. Donc voilà, en fait ici, c'est juste l'apparence de ce qu'on a vu en mode fenêtre standard, mais dans les autres modes en fait. Là ici vous allez trouver au niveau de la présentation, donc la présentation de toute l'interface, vous avez la possibilité bien sûr de choisir la langue. Alors ça c'est, vous aurez d'autres langues ici si vous avez installé d'autres langages dans Photoshop. Là j'ai la possibilité de choisir le corps de la police de l'interface. Actuellement j'ai grand, ok, mais je peux choisir très petit, petit, moyen et grand. Et ça va changer donc toutes les polices, notamment des panneaux. Si vous souhaitez voir ces modifications apparaître dans votre Photoshop, il faudra le relancer. Vous pourrez régler l'échelle de l'interface utilisateur en fonction de la police. Si vous choisissez des grandes polices, il va falloir que Photoshop agrandisse un petit peu l'espace autour de tout ce qui est affiché en texte. Donc c'est ça qu'il faudra cocher si vous ne souhaitez pas avoir apparaître, comme c'est le cas moi ici. Vous voyez ici, là c'est un petit peu serré. Si je souhaite que tout ça soit un petit peu adapté, il faudra que je coche ici régler l'échelle de l'interface en fonction de la police, ce qui n'est pas le cas ici chez moi. Si vous avez un moniteur qui a une très grande définition, vous pourrez choisir d'adapter l'interface en fonction de celui-ci. Si vous êtes en auto, c'est Photoshop qui va choisir pour vous. Si vous souhaitez que ce soit affiché 2 fois plus grand, vous mettez sur 200, c'est le cas ici de mon interface, quoique moi j'ai pas un moniteur avec une forte résolution, donc ça change pas grand chose. Ou sinon, si vous voulez voir apparaître donc l'interface de Photoshop à la résolution de votre moniteur, vous mettez sur 100% et là vous aurez très certainement des icônes et des textes vraiment très fins. Donc si vous voulez gagner un peu de place dans votre interface, vous pourrez choisir 100%. En dessous, vous avez les options qui concernent donc les couches en couleur, les curseurs dynamiques et les couleurs de menu. Donc on va voir en premier ici les couches en couleur. Par défaut, c'est décoché. Alors vous avez ici le panneau couche. Si voilà, je mets le panneau ici, je vais le déplier un petit peu. On voit voilà, le rouge, vert et bleu, puisque là je suis en mode RGB, qui apparaissent en niveau de gris. Et si je veux les voir apparaître en couleur, eh bien dans les préférences, je vais choisir ici d'afficher les couches en couleur. Et dans ce cas, lorsque je vais valider, vous allez voir apparaître voilà, les 3 couches ici en couleur. L'autre paramètre, le curseur dynamique, c'est lorsque vous êtes dans le panneau couleur. Voilà, je vais déplacer le panneau couleur ici. Vous voyez ici les curseurs. Lorsque je déplace un curseur, on voit voyez, que les couleurs changent aussi pour les autres curseurs à ce niveau-là.
automatiquement, c'est parce que j'ai l'option cochée ici, curseur dynamique. Si je décoche ça, vous allez voir que maintenant, je vais avoir ici donc du rouge, du vert et du bleu, et ça ne change pas, puisque c'est plus dynamique. Voilà, donc c'est un choix, ou si vous avez une carte vidéo qui est un petit peu lente, décocher curseur dynamique. Vous avez ici l'option afficher les couleurs de menu. Alors par défaut, c'est coché normalement. Alors je vais vous le cocher, je vais vous expliquer ce que c'est. Lorsque vous allez dans le menu édition, vous avez ici la commande menu. Et si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de personnaliser vos menus. Vous pourrez, par exemple ici, le menu fichier, je vais le dérouler, voilà. Vous avez la possibilité, vous voyez, de l'afficher ou non, hein, en cliquant là-dessus. Mais bon, c'est pas le propos ici de ce que je vais vous montrer, c'est surtout là. Je clique sur le carré, je vais pouvoir changer une autre couleur si besoin. Regardez, pour ouvrir, je peux dire que voilà, c'est en orange par exemple. Donc j'ai déterminé deux couleurs. Pour la commande nouveau et la commande ouvrir, j'ai choisi des couleurs. Je valide en cliquant sur OK. Maintenant, lorsque je vais dérouler le menu fichier, vous voyez, nouveau et ouvrir ont les couleurs que j'ai déterminées avec la commande menu. Dans les préférences, je peux décider d'afficher ou non ces couleurs en cliquant donc ici l'option afficher les couleurs de menu. Si je décoche l'option, bien sûr, si je retourne dans le menu fichier, vous voyez que les couleurs n'apparaissent pas car j'ai choisi de ne pas les afficher dans les préférences. Bien, nous allons poursuivre avec le volet espace de travail dans lequel on va trouver les options suivantes. Alors, réduire automatiquement les panneaux d'icônes. Vous avez la possibilité de réduire les panneaux sous forme d'icônes. Vous voyez ici, si je clique sur cette double flèche, j'affiche en grand tout le groupe ici des panneaux. Okay, si je clique à nouveau sur les doubles flèches, je vais les réduire sous forme d'icônes. Mais si j'ai besoin de faire appel à un panneau en particulier sans tout déplier, il me suffit de cliquer sur une icône pour déplier le panneau en question. Okay. Et si je retourne dans mon document, si je clique dans mon document, vous voyez, ou si je vais chercher un outil, automatiquement, le panneau a été à nouveau réduit. Donc c'est ça que fait ce paramètre, cette option. D'accord. Si je décoche maintenant l'option ici, et que j'ouvre un panneau qui a été réduit sous forme d'icône, ok, que je travaille dans mon Photoshop, vous voyez que là, il ne se ferme pas automatiquement. Donc voilà à quoi sert cette option. Ok. Vous avez ici affiché automatiquement les panneaux masqués. Alors, comment on fait pour masquer des panneaux? Si vous appuyez sur les touches majuscules et tabulation, vous ferez disparaître l'ensemble des panneaux que vous avez sur la partie droite de votre interface. Si vous avez l'option faire apparaître automatiquement les panneaux, ceux-ci vont apparaître lorsque vous avez le curseur qui va se placer dans la zone à droite, ici, où vous avez les panneaux. Vous voyez, hop, là ils disparaissent. Là, ils réapparaissent. Pourquoi? Parce que j'ai coché ici l'option afficher automatiquement les panneaux masqués. Si ça c'est décoché et que j'ai mes panneaux qui sont masqués, maintenant si j'amène mon curseur dans cette zone-là, rien ne se passe. Donc je vais refaire apparaître mes panneaux avec les touches majuscules et tabulation. Voilà. Donc cette option est intéressante, je vous conseille de la laisser cocher. Vous avez maintenant ouvrir les documents dans de nouveaux onglets. Lorsque vous ouvrez un document dans Photoshop, je vais aller faire fichier ouvrir. Les documents arrivent dans de nouveaux onglets, ce qui vous évite de surcharger votre espace de travail avec des images flottantes. Si vous souhaitez retrouver un petit peu le fonctionnement des tout premiers Photoshop, vous pourrez décocher ici ouvrir les documents dans de nouveaux onglets. Et cette fois-ci, j'ouvre maintenant un nouveau document. Vous allez voir qu'il va arriver flottant dans mon interface. Voilà, le document arrive comme ça, en plein milieu de l'interface et il n'est pas dans un onglet. Après, vous avez l'option activer l'ancrage des fenêtres de documents flottantes. Alors, ça signifie quoi ça? Ça signifie justement, par exemple, ici j'ai une image qui est flottante. Je peux décrocher une autre image ici, par exemple celle que j'ai ouverte tout à l'heure, le petit mouton là. Si je fais un cliquer-glisser, je vais sortir cette image de son onglet. Elle est à nouveau flottante. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'aller ancrer cette image à l'intérieur
d'une autre fenêtre d'image ouverte et flottante aussi, en faisant tout simplement glisser l'image. Regardez, j'ai un rectangle bleu tout autour du cadre de l'image qui flottait tout à l'heure. Je lâche et maintenant je vais me retrouver avec deux onglets dans un document flottant. Si vous ne souhaitez pas que ça arrive, ce genre de choses, pourquoi ça peut être gênant? Par exemple, lorsque vous avez des images flottante comme ceci, vous souhaitez la déplacer pour mieux la voir, vous avez une autre image qui est flottante en dessous, par mégarde, il se peut que hop, les deux s'agglomèrent, hein, se groupent entre elles, s'ancrent entre elles, et ça peut être un petit peu gênant. Donc vous pouvez décocher l'option ici, activer l'ancrage, donc je la décoche, et maintenant je ne risque plus, vous voyez, je n'ai plus le rectangle bleu qui va s'afficher. Voilà, je ne risque plus d'ancrer cette image-là à l'intérieur d'une autre image. Donc vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, ou alors, lorsque vous déplacez une image, pour ne pas qu'elle s'ancre par mégarde à l'intérieur d'une autre, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL sur PC ou commande sur Mac, et vous voyez que là maintenant, je n'ai plus le petit carré bleu, l'encadrement bleu qui s'affiche. Ok, donc vous avez en dessous les grands onglets. Les grands onglets, en fait, c'est la taille ici des onglets. Si je le décoche, vous voyez que là, ça le réduit un petit peu. Si je le coche, hop, ça s'agrandit un petit peu. Donc ça, c'est juste une question de visibilité des onglets dans l'image. Après, vous avez une option ici, je ne sais pas trop, j'ai pas trop trouvé d'informations en ce qui concerne cette option-là, aligner l'interface utilisateur en fonction des paramètres du système d'exploitation. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça, donc je vous en parlerai pas. Si je trouve, ou si vous avez une idée là-dessus, parlez-en dans les commentaires, parce que franchement, je vois pas du tout à quoi ça sert ça. Je pense que bien sûr, ça fait ce que ça dit, hein, ça doit aligner l'interface utilisateur, donc mais en fonction du système, en fonction des paramètres du système d'exploitation, c'est-à-dire que j'imagine que vous pouvez définir comment aligner votre interface pour tous les logiciels, du coup, à l'aide des paramètres que vous aurez dans votre système d'exploitation. Alors après, vous avez ici un condensé de la barre des options. Je l'ai coché, c'est pour vous montrer. La barre des options, c'est celle-ci, hein, c'est celle qui regroupe donc les options des outils qu'on utilise lorsqu'on choisit un outil dans la barre des options. Si vous avez un moniteur qui est très petit, vous risquez de passer à côté de plein d'informations qui seront donc affichées tout le long de cette barre. Le fait d'activer la barre d'options étroite va vous permettre d'avoir des petites icônes ici, par exemple, voilà, que vous n'avez pas habituellement lorsque c'est décoché. Ça permet de condenser l'information dans la barre des options. Notamment, vous voyez ici, avec l'outil de déplacement, vous allez avoir des petites icônes qu'on n'a pas habituellement. Ici, vous avez ces paramètres-là avec les outils de sélection. Voilà, cette icône-là qui n'apparaît pas habituellement, ou ces icônes-là, etc. Donc il y a pas mal de petites choses qui seront regroupées dans des icônes, ce qui vous permettra d'avoir une barre des options plus courte qu'habituellement. Cette option-là ne sera visible, n'apparaîtra que lorsque vous allez redémarrer Photoshop. Donc moi je vais le décocher puisque mon moniteur est capable d'afficher toutes les informations contenues dans cette barre. Bien, nous allons voir maintenant le volet outils. Vous avez dans les options ici la possibilité d'afficher ou non les infobulles. Donc les infobulles, voilà, tac, concrètement il y en a une qui vient de s'afficher là, c'est ce qui s'affiche lorsque vous laissez longtemps le curseur affiché sur un outil ou sur une option. Par exemple ici, si je me mets sur défilement prolongé, j'attends un petit peu, hop, voilà, j'ai une infobulle qui arrive, qui s'affiche en jaune. Si je décoche ça, je n'aurai plus d'infobulle qui va arriver. Très bien. Vous aurez aussi, si vous cochez les infobulles, la possibilité d'avoir des infobulles enrichies. Alors, les infobulles enrichies, je vais vous montrer ce que c'est. J'active l'option. Ce sont des infobulles qui vont vous montrer en détail, par exemple dans certains outils. Si je laisse le curseur dessus, voilà, j'ai carrément une petite fenêtre qui s'ouvre avec une animation qui me montre comment fonctionne l'outil. Donc ça, c'est une infobulle enrichie. Donc si ça vous gêne, vous pourrez bien sûr désactiver l'option dans les préférences au niveau des outils ici. Voilà, moi je vais le désactiver, je trouve que c'est un petit peu gênant. Après, vous avez ici la possibilité d'activer ou non les mouvements. Si vous avez un périphérique tactile, si vous travaillez sur, par exemple, une tablette, puisque maintenant on a la possibilité d'avoir Photoshop sur une tablette, vous pourrez activer ou non les mouvements tactiles.
Donc c'est tout ce qui sera déplacement, rotation, zoom, etc. Vous pourrez aussi les activer avec une tablette de dessin, genre Wacom ou autre. Alors moi je ne sais pas pourquoi, je peux activer ou désactiver l'option, je les ai toujours actifs. Alors bon, si vous avez le même problème que moi, ben, parlez-en dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce qu'il en est pour vous. Vous avez ici la touche majuscule pour changer d'outil. Alors concrètement, à quoi ça sert ici? Vous avez dans la barre des outils ici des groupes d'outils, hein, vous le savez. Quand vous voyez une petite flèche à côté d'un outil, c'est que vous avez d'autres choses dans ce groupe. Et on va voir par exemple, allez, je vais essayer avec l'outil, les outils lasso, vous voyez, si je fais un clic droit ou un clic prolongé sur ce groupe, je vais voir apparaître tous les outils à l'intérieur de ce groupe. Ici, j'ai l'outil lasso et l'outil lasso magnétique. Ils partagent les deux le même raccourci. Ici, L. Si j'appuie sur majuscule et L en même temps, je vais me mettre ici pour qu'on puisse bien voir mon curseur. Donc majuscule et L, vous voyez, je peux passer d'un outil à un autre. Si je désactive l'option ici, touche majuscule pour changer d'outil, et ben voilà, je ne pourrai plus changer les outils en faisant ce que je faisais tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant majuscule plus le raccourci de l'outil. Vous avez en dessous défilement prolongé. Lorsqu'il est désactivé et que vous avez votre document qui est adapté à votre interface, alors pour l'adapter à l'interface, vous pouvez double-cliquer sur l'outil main. Voilà, donc il va apparaître adapté à la taille de votre interface. Si vous utilisez l'outil main, là, je ne peux pas déplacer cette image à l'intérieur de mon espace de travail. Il faudrait que je zoome, donc je peux utiliser Alt sur PC, Option sur Mac et la molette de la souris pour zoomer. Là maintenant, bien sûr, je vais pouvoir déplacer ma vue puisque j'ai une valeur de zoom importante. Donc je vais double-cliquer ici sur la main pour retrouver voilà, l'image adaptée à mon espace de travail. Je vais recocher l'option ici, donc dans Outils, défilement prolongé. Et maintenant, là, j'ai la possibilité, vous voyez, de faire glisser l'image, même si elle était adaptée à mon espace de travail. Vous avez l'option en dessous, activer les panoramiques rapides. Ça, c'est utile lorsque vous avez l'outil main actif et que vous faites glisser l'image, vous voyez, elle poursuit un petit peu son chemin, elle glisse comme ça, et il y a une petite animation qui se joue. Vous aurez besoin pour cela d'une carte graphique qui permet l'OpenGL. Ici, utilisez l'algorithme de correction hérité pour le correcteur. Vous avez depuis la nouvelle version de Photoshop avec l'outil correcteur donc, qui est ici. Lorsque vous faites une correction, je vais créer un nouveau calque ici, je vérifie que je suis bien sûr actif et inférieur. Vous avez la correction qui se fait en temps réel à l'écran. Okay. Si vous activez l'ancienne version, donc dans les outils ici, je vais cocher ici utiliser l'algorithme de correction hérité pour le correcteur. Et cette fois-ci, vous allez voir que la correction n'apparaît pas tout de suite. Elle va apparaître dès que je vais lâcher, hop, voilà, le curseur. Donc ça, c'était l'ancienne façon de faire. Si vous ne souhaitez pas voir apparaître la correction lorsque vous utilisez l'outil correcteur, vous cochez ici cette option. Ça sera utile de le faire lorsque vous avez une carte vidéo qui n'est pas capable de travailler rapidement. On trouve ensuite l'option cliquer 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais supprimer ce calque. Je vais ajouter ici un masque de fusion. Si je double-clique sur mon masque de fusion, je vais avoir le panneau propriétés du masque qui va s'ouvrir. Si je souhaite plutôt lancer la commande sélectionner et masquer en double-cliquant sur un masque de fusion, je vais cocher l'option ici, cliquer 2 fois sur un masque de fusion pour lancer l'espace de travail sélectionné et masqué. Alors, regardez maintenant ce que ça va faire lorsque je vais double-cliquer sur mon masque. Hop, voilà, je lance la commande sélectionner et masquer dans laquelle je vais pouvoir faire une sélection et améliorer le contour de la sélection. Vous avez ici l'option variation de la dureté de forme arrondie
en fonction du mouvement vertical. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je vais le cocher, on va voir ce que ça fait. Lorsque vous avez un outil de dessin de type pinceau ou un outil correcteur ou même l'outil tampon, ou même il y a d'autres outils qui utilisent ça, si vous faites, alors sur PC ce sera Alt, clic droit, et sur Mac ce sera CTRL, Alt, clic gauche, vous pourrez changer la taille de votre pinceau en faisant un cliquer-glisser latéral. Tandis que si vous montez et descendez, vous aurez la possibilité soit de changer la dureté du pinceau, soit de changer son opacité. Et dans ce cas, vous allez choisir ici dans Outils. Si vous souhaitez modifier la dureté, vous le cochez. Si vous souhaitez changer plutôt l'opacité à l'aide d'un mouvement vertical, après avoir utilisé les combinaisons de touches que je vous ai montrées, vous le décochez. Voilà, là vous voyez, hop, je change plutôt. Au lieu de changer la dureté, je change l'opacité. Moi, je préfère avoir l'option cocher, ce qui me permet de changer la dureté à l'aide d'un mouvement vertical. Après, vous avez ici magnétisé les outils vectoriels et les transformations à la grille de pixels. Bon, ça, c'est tout simplement lorsque vous allez utiliser la commande transformation manuelle, vous aurez automatiquement la transformation qui sera magnétisée à la grille de pixels. Et lorsque vous allez créer des objets vectoriels et que lorsque vous les déplacerez, ils seront automatiquement magnétisés à cette grille aussi. Donc ça, si vous faites du web design, je vous conseille fortement de le cocher. Après, vous avez ici affiché les valeurs de transformation. Alors soit en haut à droite, soit jamais, soit voilà, en haut à gauche, bas à droite, etc. Donc les valeurs de transformation, c'est lorsque vous utilisez la commande transformation manuelle, donc CTRL-T sur PC ou Command-T sur Mac, vous avez les transformations, vous voyez, qui s'affichent à côté de votre curseur. Vous voyez ici, largeur sur hauteur, ça s'affiche. Donc ici, j'ai choisi de le cocher, enfin, je l'ai laissé par défaut. C'est-à-dire que c'est affiché en haut à droite. Ok, si je coche jamais, je ne les aurai plus. Par exemple, voilà, je coche jamais. Et si je fais appel à la commande transformation manuelle, vous voyez, je n'ai plus les informations qui s'affichent. Très bien. Alors après, vous avez ici Zoom avec la molette de défilement. Donc la molette de défilement, c'est la molette de votre souris. Si vous souhaitez zoomer avec la molette de votre souris, cochez cette option. Ok. Concrètement, voilà. Là, j'utilise la molette de ma souris. Très bien. Si je le décoche, évidemment, ça ne fonctionnera plus. Et vous avez aussi zoom animé. Donc, s'il est coché, vous aurez, lorsque vous allez zoomer et dézoomer, voilà, un petit mouvement, c'est-à-dire qu'on voit le zoom se faire. Concrètement, on ne passe pas d'un état à un autre sans étape intermédiaire. Ok. Il vous faut, encore une fois ici, une carte qui accepte l'OpenGL. Si vous avez l'option qui est décochée, lorsque je vais zoomer et dézoomer, regardez, tac, je passe d'un état à un autre sans étape intermédiaire. Bien, maintenant, vous avez ici fenêtre redimensionnée par zoom. Si c'est coché, concrètement, ce que ça fait, c'est lorsque vous avez une image qui est flottante. Alors, je vais sortir cette image-là de son onglet. Voilà, donc l'image est flottante ici. Si je dézoome, vous allez voir que la fenêtre va s'adapter automatiquement à l'image. OK. Et si je zoome, ça va faire l'inverse. Elle va s'agrandir en fonction de la valeur de zoom. Alors cette option, vous allez la trouver aussi ici. Avec l'outil zoom, vous allez retrouver dans la barre des options ici le paramètre redimensionnement des fenêtres qui est là. Et là, vous avez le zoom défilant qui n'apparaît pas dans les préférences. Le zoom défilant, c'est lorsque vous faites avec l'outil zoom un cliquer et glisser latéral, vous avez la possibilité de faire défiler le zoom. Si vous le décochez, ça ne le fait plus. Vous allez trouver ici ensuite l'option centrer à l'emplacement du clic. Si c'est coché, Photoshop s'efforcera de recentrer l'image à l'endroit du clic lorsque vous allez utiliser l'outil zoom. Vous avez ici journal de l'historique. Alors, il ne faudra pas confondre journal de l'historique avec ici dans le volet performance les états d'historique. C'est pas du tout la même chose. Journal de l'historique, en fait, si vous le cochez, vous allez enregistrer soit dans les métadonnées, soit dans un fichier texte, soit dans les deux, des informations
concernant votre session de travail. Tout ce que vous allez faire dans Photoshop sera mémorisé dans ce fichier, soit dans les métadonnées, soit dans un fichier texte, ce qui vous permettra par exemple de justifier auprès d'un employeur l'ensemble des travaux que vous avez fait, ou auprès d'un client bien sûr, l'ensemble du travail que vous avez fait lors d'une session dans Photoshop. Je vais le décocher, voilà. Vous avez en dessous gestion des fichiers. Alors vous avez la possibilité d'enregistrer un aperçu de l'image de votre fichier. Alors vous pouvez le décocher, vous pouvez ne pas le faire, ou alors demander lorsque vous allez enregistrer une image de le faire ou pas. Ok. Vous avez en dessous la possibilité d'enregistrer l'extension du fichier, c'est-à-dire, vous voyez par exemple ici le PSD, il est en minuscule parce qu'ici il est défini en minuscule. Vous pouvez lui dire que c'est lorsque vous allez l'enregistrer, l'extension sera affichée en majuscule. Ici vous pouvez décider d'enregistrer ou non toujours dans le répertoire d'origine. En dessous, vous avez la possibilité d'enregistrer en arrière-plan ou non. Alors, ça c'est bien de l'avoir coché puisque parfois, si vous travaillez sur un gros document, si vous avez l'option qui est cochée, vous pourrez continuer à travailler pendant que Photoshop enregistre votre document, tandis que si vous le décochez, vous ne pourrez rien faire tant que le document n'aura pas été enregistré. Après, vous avez ici les paramètres de sauvegarde automatique. Photoshop réalise une sauvegarde automatique en fonction d'un temps que vous allez déterminer ici. Soit 5 minutes, soit 10, soit 15, soit une demi-heure, soit 1 heure. Bien, vous allez retrouver ici les options de compatibilité. Si vous cliquez là, vous ouvrirez les préférences de Camera Raw. OK. Si vous cochez cette option, vous allez ouvrir Camera Raw lorsque vous ouvrirez une image en brut, c'est-à-dire brut de capteur, un fichier RAW. Si vous cochez cette option, vous permettrez à Photoshop d'utiliser Camera Raw pour convertir des documents 32 bits en 16 ou en 8 bits, c'est-à-dire lorsque vous allez convertir un fichier HDR par exemple. Si vous cochez ici, ignorer la balise de profil EXIF, vous dira à Photoshop de ne pas aller voir dans le fichier EXIF les informations concernant l'espace de couleur. Donc ça, je vous conseille fortement de le décocher. Pareil en dessous, si vous cochez ignorer les métadonnées de rotation, l'image arrivera avec son orientation d'origine. On va ignorer du coup les informations contenues dans les métadonnées. Ici, vous avez l'option choix avant l'enregistrement des fichiers TIFF multicalques, c'est-à-dire que si ça c'est coché, lorsque vous allez enregistrer un fichier qui n'est pas au format TIFF et qui comporte plusieurs calques, donc c'est ce que je vais faire ici, donc je fais enregistrer sous, je vais chercher ici TIFF, ok, je clique sur enregistrer, vous aurez voilà, cette option qui va apparaître si vous avez coché l'option que je vous ai montrée dans les préférences. Si c'est décoché, vous n'aurez pas ce petit message qui va apparaître. Après, en dessous, vous avez la possibilité de désactiver la compression des fichiers qui sont au format Photoshop et PSB. Par défaut, vous avez une petite compression qui est réalisée. Si vous cochez, bien sûr, cette option, vous n'aurez pas de compression. Vous pouvez aussi dire à Photoshop de ne pas maximiser la compatibilité de ces fichiers-là en cliquant ici sur la liste et vous choisissez jamais, ou alors si vous voulez que ce soit fait systématiquement, vous cochez toujours. Par défaut, c'est sur demande. Ensuite, en dessous, vous avez le choix du nombre de fichiers récents affichés. Par défaut, c'est sur 20. Vous pourrez modifier le nombre de ces fichiers. Donc, vous pourrez aller entre 0 et 100. Donc, les fichiers récents s'affichent lorsque vous êtes dans l'espace de travail accueil ou lorsque vous faites fichier, ouvrir les fichiers récents. Là, vous aurez la liste des derniers fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Ensuite, nous avons le volet exporter. Donc, les préférences que vous avez là intéressent en fait la commande exporter que vous trouvez dans le menu fichier exportation. Vous pouvez définir ici le fichier par défaut.
qui est réglé ici sur PNG, mais vous pourrez choisir soit le GIF, soit le JPEG, soit le SVG, et définir ici les paramètres pour ces types d'extensions. Vous pourrez aussi indiquer l'emplacement pour l'exportation rapide. Alors soit vous laissez comme c'est ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez enregistrer, à chaque fois que vous allez exporter, on vous demandera l'emplacement. Soit alors vous choisissez d'exporter les fichiers directement dans le dossier d'origine du document actif. Vous pouvez aussi choisir d'exporter ou non les métadonnées. Par défaut, c'est réglé sur 100, mais vous pourrez choisir, si vous les avez renseignés, les métadonnées, copyright et coordonnées du contact. En dessous, on va retrouver l'espace colorimétrique. Vous pouvez décider ou non de convertir votre document à l'exportation en SRVB. Vous avez après ici le volet performance dans lequel vous allez définir l'utilisation de la mémoire. Par défaut, c'est réglé sur 70%. Voilà, donc ça c'est la consommation de la mémoire par Photoshop. Alors Photoshop est très gourmand. Si vous lui indiquez ici 70%, mais il va prendre systématiquement 70% de la mémoire vive. Si vous avez des problèmes de ralentissement, vous pourrez peut-être augmenter légèrement cette valeur, mais faites attention, car du coup, vous n'aurez plus de mémoire pour les autres logiciels, et notamment votre système d'exploitation, et ça peut faire ralentir votre ordinateur. À côté, vous avez les paramètres du processeur graphique. Si vous avez un processeur graphique, je vous conseille de cocher l'option ici. Ça vous permettra tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le défilement prolongé, le zoom animé, etc. Et plus d'autres choses intéressantes. Cliquez sur paramètres avancés pour avoir les paramètres avancés donc, de votre processeur graphique, dans lequel vous allez pouvoir choisir le mode de dessin, soit en standard, normal ou avancé. Attention, en avancé, vous aurez besoin d'un processeur graphique assez balèze et beaucoup de mémoire vive dédiée à votre carte graphique. Donc vérifiez bien que vous avez une carte graphique qui tient le coup pour choisir ce mode-là. Sinon, vous restez en standard et ça ira très bien. Vous pourrez choisir d'utiliser ou non ici le processeur graphique pour accélérer le calcul. Si vous en avez un, je vous conseille de le cocher. Utiliser OpenCL aussi, ça peut être très utile dans certains cas pour certaines commandes. Et après, vous avez d'autres paramètres comme lissage des repères et des tracés. Ça vous évitera d'avoir des effets d'escalier lorsque les tracés seront pas horizontaux ou verticaux. En dessous, vous avez la possibilité d'avoir un affichage en 30 bits, c'est-à-dire 10 bits par couche, ce qui vous fera passer avec au lieu de 256 nuances de couleurs par couche, à un affichage 4 fois plus important de 1024 nuances par couche. Donc cela va éviter les cassures lorsque vous ferez des dégradés. Ce sera très utile, surtout pour les retoucheurs. Alors en dessous, j'ai une option ici qui est grisée, qui me permet, si je pouvais la cocher, d'utiliser donc l'accélération de mon processeur graphique lié à mon système d'exploitation natif. Donc là, ici, c'est pas le cas de ma carte graphique. Si vous avez cette possibilité-là avec votre carte graphique, vous pourrez le cocher. Après, on va retrouver historique et cache. Donc les états d'historique se gèrent ici. Avec les dernières versions de Photoshop, vous avez par défaut 50 états d'historique et vous pourrez aller jusqu'à 1000. Vous pourrez donc aller de 1 état à 1000. Allez, je vais en mettre ici 200. Donc ça vous permettra de pouvoir retourner en arrière un nombre défini de fois. Ici, je l'ai réglé sur 200. Donc ça, c'est directement lié à l'historique, au panneau historique, et au raccourci CTRL Z sur la nouvelle version de Photoshop, ou ALT CTRL Z dans les anciennes versions. Donc si vous voyez que 50 états d'historique, c'est pas assez, vous pourrez augmenter. Alors attention, le revers de la médaille, c'est que ça augmente un petit peu la consommation de mémoire vive. Après, vous avez ici niveau de cache et taille de la mosaïque du cache. Donc ça, je vous conseille de le choisir en fonction ici de ces paramètres. Si vous faites de la retouche de photo, vous cliquez ici par défaut photo et vous allez vous retrouver avec un niveau de cache de 4 et une taille de la mosaïque du cache de 1024 kilooctets. Si vous faites plutôt des petites images, vous pourrez utiliser ici les paramètres par défaut conception web ou interface utilisateur. Dans ce cas, voilà, vous allez descendre un petit peu ces paramètres. Et si vous travaillez sur des images énormes, vous cochez ici cette option.
Moi je vais laisser par défaut, ici ça me va très bien. Après vous avez le volet ici disque de travail. Ça sera important ici d'aller choisir d'autres disques, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Photoshop est très gourmand en mémoire vive. Lorsqu'il arrive à saturation de la mémoire vive, il a besoin de disques, il a besoin d'espace supplémentaire pour enregistrer les données temporaires. Je vous déconseille d'utiliser le disque C dans lequel se trouve votre système d'exploitation, parce que celui-ci a aussi besoin d'espace pour travailler, et s'il n'en trouve plus, ça va complètement ralentir l'ensemble de votre machine. Si vous avez d'autres disques, voilà, utilisez-les pour que Photoshop puisse enregistrer sa mémoire tampon sur cela. Alors cet espace utilisé pendant votre session sera bien sûr réinitialisé dès que vous allez fermer Photoshop. Après dans curseur, ici vous allez définir l'apparence de vos curseurs. Par défaut vous serez en pointe standard, c'est-à-dire que vous allez voir l'aspect de la forme affiché lorsque vous allez utiliser un outil de dessin. Si vous êtes en standard, vous verrez apparaître l'icône de l'outil. Si vous êtes en précis, vous aurez une croix. Okay. Et si vous êtes en taille réelle de la pointe, les contours de la forme prendront en compte, l'aperçu de la forme prendra en compte aussi la dureté de la forme. C'est-à-dire que si vous avez une forme assez douce, vous aurez un aperçu qui sera beaucoup plus grand que sa taille réelle. Après, vous avez ici la possibilité d'afficher aussi le réticule de la pointe, c'est-à-dire que vous aurez, si c'est coché, un petit plus au centre de la forme. Si vous cochez ici l'option afficher seulement le réticule pendant la peinture, vous verrez la forme au début, mais dès que vous allez cliquer pour dessiner, vous ne voyez plus votre forme, vous n'avez que le réticule qui s'affiche. C'est-à-dire la croix au milieu de la forme. Là, je vais le désactiver pour vous montrer. Voilà, là, on voit le rond et on le voit tout le temps. Même quand je dessine. Après, vous avez ici l'option afficher la laisse de forme pendant le lissage. Donc ça concerne les dernières versions de Photoshop qui ont les options de lissage avec l'outil pinceau. Je vais le cocher, je vais vous montrer. Ici, donc j'ai l'outil pinceau qui est actif et j'ai les options de lissage qui sont ici dans la barre des options. Si j'augmente cette valeur-là, vous allez voir que maintenant, je vais changer de couleur pour bien vous montrer, vous avez, voyez, ici la petite laisse qui apparaît, qui est affichée en magenta. Donc c'est ça la laisse. Si je décoche cette option-là, je ne la vois plus. J'ai la possibilité, bien sûr, de changer aussi sa couleur, si besoin, ce qui me permettra de continuer à la voir, même si je travaille avec un environnement de sa couleur. Après, vous avez les autres curseurs. Dans les autres curseurs, c'est par exemple la pipette. Vous pouvez décider soit de l'afficher, c'est-à-dire que vous verrez l'icône de l'outil, ou alors d'afficher uniquement une cible, une petite croix comme ça. Aperçu de la forme, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on fait appel au raccourci, donc Alt clic droit sur Mac, sur PC, ou commande Alt clic gauche sur Mac. Vous avez la forme qui apparaît en rouge. Vous pourrez décider, en cliquant ici sur ce carré de couleur, vous allez ouvrir le sélecteur de couleurs, vous pourrez changer la couleur d'aperçu de la forme. Ici je choisis du bleu. Donc maintenant si je fais appel au raccourci, voilà, la forme s'affichera en bleu. Vous avez en dessous ici transparence et couleurs non imprimables. Donc là vous allez pouvoir définir donc la grille de transparence dans Photoshop. Vous avez en premier ici sa taille. Alors soit vous décidez d'afficher ou non cette grille de transparence. Si vous cliquez sur 100, vous n'aurez pas la grille. Sinon vous pouvez choisir dense, dans ce cas elle sera toute petite, ou alors espacée, dans ce cas elle sera beaucoup plus grande. Par défaut la valeur c'est moyenne. Vous pourrez choisir aussi des couleurs personnalisées pour les carreaux. Par défaut on est dans les tons gris. Vous pourrez changer la couleur de chacun des carreaux si vous le souhaitez de cette manière là. En dessous vous avez les options des couleurs non imprimables. Alors les couleurs non imprimables, vous pourrez les afficher dans votre document
en allant dans le menu affichage et vous avez ici couleurs non imprimables. Vous voyez ici, elles apparaissent en gris puisque c'est paramétré comme ça par défaut. Si je décide, voilà, de changer leur couleur, on va dire que je vais les mettre en bleu comme ça. Je valide. Je peux même changer l'opacité hein, si besoin. Et lorsque je vais les voir maintenant, voilà, elles apparaissent avec la couleur que j'ai définie dans les préférences. Là, vous allez trouver dans le volet unités et règles les options concernant donc les unités. Vous avez là les unités de votre document, donc réglées avec les options de règles ici. Vous pouvez choisir d'être en pixels, en pouces, en centimètres, en millimètres, en points, en pica ou en pourcentage. Pour le texte, vous pourrez choisir entre 3 unités de mesure, soit le pixel, soit le point, soit le millimètre. Ici, vous aurez les options prédéfinies pour la résolution des nouveaux documents. Les résolutions d'impression seront réglées sur 300 pixels par pouce. Vous pourrez choisir ici de changer bien sûr cette valeur-là et de vous mettre aussi, si vous le souhaitez, en pixels par centimètre. Bon, en général, on reste plutôt en pixels par pouce. En dessous, vous pourrez définir la résolution de votre écran. Alors, elle est réglée par défaut sur 72, mais cette valeur-là est une ancienne valeur. Les nouveaux écrans ont une résolution un peu plus importante. Pour calculer la résolution de votre écran, vous pouvez vous rendre sur le site toutcalculer.com /informatique /résolution-écran.php. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez rentrer ici la longueur de la diagonale en pouces de votre écran et sa résolution horizontale et verticale. Vous cliquez sur tout calculer et vous allez trouver ici la résolution à ce niveau-là. Donc ici, moi j'ai 94 pixels par pouce, ce qui me permettra, lorsque je vais cliquer ici sur affichage, je peux dire ici de m'afficher la taille d'impression de mon document, voilà, en fonction donc de la résolution de mon écran. C'est-à-dire que le document que j'ai ici, qui fait 1000 pixels de côté, si je l'imprime, il aura exactement cette taille-là affichée à mon écran. Donc ça peut être très très utile pour vous rendre compte avant d'imprimer de la taille de vos documents. Ensuite, en dessous, vous avez ici la possibilité de changer l'équivalence point sur Pika, soit de le mettre en PostScript, donc ça sera l'équivalence de 72 points par pouce, ou alors en mode imprimerie, et dans ce cas, la valeur est légèrement différente. Mais ça, avant de modifier ces paramètres-là, je vous conseille de vous rapprocher de votre imprimeur. Donc ça, c'est uniquement lorsque vous aurez besoin d'imprimer des documents. Ici, vous avez la possibilité de définir une taille en largeur pour vos colonnes. Alors, soit en pouces, en centimètres, en millimètres, en points ou en pica. Et vous avez aussi la possibilité de définir une taille pour la gouttière. Donc ça, c'est intéressant si vous exportez vos images dans InDesign et si votre document InDesign comporte des colonnes. Ici, j'ai un document avec 4 colonnes. Je vais définir la taille d'une des colonnes. Là, ici, j'ai 44,5 mm pour une colonne avec une gouttière qui fait 4 mm. Donc si je rentre ici, donc 44,5 mm. Là aussi, je suis en millimètres pour la gouttière. Je vais mettre 4. Ok, je valide. Je vais pouvoir maintenant changer la taille de mon image en fonction du nombre de colonnes choisies. Je vais lancer la commande taille de l'image depuis le menu image. Et ici, je peux dire, dans la liste ici, choisir colonne. Je peux dire que cette image-là s'étend sur 4 colonnes. Alors, je vais valider ici le changement de la hauteur aussi. Donc, je vais mettre 4. Par contre, ici, je vais mettre une résolution de 300. OK. Je valide. Et si j'enregistre cette image et que j'importe cette image dans InDesign, cette image fera pile poil la taille définie de mes colonnes, puisque je connaissais ici la taille des colonnes et que j'ai pu le paramétrer dans Photoshop. Donc j'aurais pu dire voilà, que cette image fait en fait qu'une seule colonne, ou 2, ou 3, etc. En dessous, vous avez ici repères, grilles et tranches. Là, vous allez pouvoir changer la couleur des repères, ainsi que leur apparence.
Par défaut, on est dans le cyan. Si vous cliquez là, vous aurez la liste des couleurs disponibles. Si vous ne trouvez pas la couleur qui vous intéresse là-dedans, vous pouvez cliquer sur personnaliser. Vous aurez le sélecteur de couleurs dans lequel vous allez pouvoir choisir une couleur personnalisée. Là, vous avez l'apparence, soit vous êtes en ligne pleine, soit alors avec des pointillés. Vous pourrez faire la même chose pour les repères dans les plans de travail, qui sont par défaut en bleu clair. Vous pourrez changer leur couleur et bien sûr leur aspect de la même manière que pour les repères de la zone de travail. Lorsque vous avez plusieurs plans de travail, vous pouvez décider ou non d'afficher les repères dans un plan de travail qui n'est pas actif. Dans ce cas, vous pourrez cocher ici cette option qui vous permettra de voir toujours les repères même dans un plan de travail qui n'est pas actif. Ce qui vous donnera accès aux options en dessous ici. Donc vous pourrez avoir des couleurs différentes entre les repères d'un plan de travail actif et un plan de travail qui n'est pas actif. Les repères commentés sont par défaut en magenta, mais vous pourrez bien sûr changer la couleur de ceux-ci de la même manière que pour les repères. Donc concrètement, voilà ce qui s'affiche. Ici, j'ai mon plan de travail qui est actif. J'ai les repères qui sont affichés en bleu, tandis qu'en dessous, j'ai un plan de travail qui est inactif et j'ai les repères qui sont affichés en rouge et en pointillé. Tout ça parce que je l'ai défini comme cela dans les préférences. Vous voyez ici, j'ai affiché les repères du plan de travail inactif et j'ai choisi la couleur ainsi que son aspect. En dessous, vous avez les options pour la grille. Par défaut, celle-ci est en noir avec un aspect continu. Vous pouvez décider d'avoir un aspect soit en ligne, soit en tiret, soit en pointillé. En dessous, vous pourrez choisir le pas en pixels et la subdivision. Donc concrètement, ce que ça fait, si je crée par exemple un document de 1000 par 1000 et que j'affiche la grille paramétrée telle que je vous l'ai montré, avec un pas de 100, c'est-à-dire que chaque carreau ici fait 100 pixels. Okay, donc ici, sur un document de 1000 par 1000, j'ai bien 10 carreaux et j'ai une subdivision de 2, c'est-à-dire que chaque carreau est divisé en 2. Voilà, et la subdivision apparaît en pointillé. J'aurai la possibilité de changer la couleur, bien sûr, de la grille en cliquant ici. Après, vous avez la même chose pour les tranches. Vous allez pouvoir changer la couleur des tranches et d'afficher ou non le numéro. Idem pour les tracés. Donc on va déjà voir les tranches. Et je vais cacher la grille. Voilà. Donc les tranches s'affichent lorsque vous utilisez l'outil tranche qui se trouve sous l'outil recadrage. Vous avez ici l'outil tranche. Voilà. Si je dessine une tranche comme cela, je vais voir apparaître donc les tranches qui sont inactifs en bleu. Ok. Et je vais pouvoir paramétrer les couleurs ici. Voilà, si je veux qu'ils apparaissent en rouge maintenant. Voilà, les tranches vont apparaître en rouge, tandis que l'élément actif ici apparaîtra avec la couleur opposée de la couleur des tranches. Vous avez la possibilité maintenant avec les nouvelles versions de Photoshop de changer la couleur des tracés. Et vous pourrez changer aussi l'épaisseur du tracé. Voilà, en dessous, vous allez trouver ici les paramètres de couleur pour les couleurs de contrôle. Alors ça, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais très curieux de savoir. Voyons voir maintenant les préférences dans module externe. Vous avez ici le générateur. Alors par défaut, vous avez activé le générateur qui est coché. Alors je vais le faire et je vais vous montrer à quoi ça sert. Le générateur dans Photoshop est une commande qui vous permettra de générer automatiquement des fichiers à partir de votre composition de votre document. Alors pour cela, plusieurs choses importantes. Vous devez avoir votre document déjà enregistré au format Photoshop et vous devrez nommer soit vos groupes, soit vos calques avec l'extension que vous souhaitez. Vous pourrez utiliser le JPEG, le GIF ou le PNG pour générer automatiquement des images. Ça, ce sera très utile lorsque vous ferez du web design par exemple. Donc concrètement, je vais vous montrer. Ici, j'ai donc un groupe composé d'un fond, ici le petit mouton là, avec par-dessus, je vais l'activer, un calque de réglage qui règle mon ciel. Et j'ai nommé le groupe mouton. Alors, j'ai mis un tiret ici, mais c'est pas nécessaire. Mouton.jpeg. C'est-à-dire que là, je demande à Photoshop de me générer automatiquement cette image-là au format JPEG sur mon disque dur. Il faut, pour que cela fonctionne,
non seulement, comme je vous ai montré, avoir l'option dans les paramètres cocher, mais en plus, aller ici dans le menu fichier, générer et cocher ici fichier d'image. Il faut que vous ayez cette option-là qui soit cochée aussi à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir ce que ça fait. À l'endroit où j'ai enregistré mon PSD, qui est là, je vais avoir maintenant un dossier qui s'appelle le nom de mon fichier -A7. Et là, je vais retrouver l'image en question générée automatiquement par Photoshop. Donc si je fais une modification, par exemple si j'enlève ici le calque de réglage, si je le cache, eh ben on va voir qu'automatiquement l'image aura été modifiée. Alors c'est très puissant ça, parce qu'on va pouvoir rentrer des commandes ici pour dire que l'image est réduite ou agrandie. Donc je ne vais pas détailler le processus ici, hein. Peut-être que je ferai une vidéo uniquement pour ça. Mais je vais vous montrer un autre exemple. Si ici je fais allez, un rectangle de couleur ici, avec du texte dedans. Alors je vais déplacer tout ça dans un autre groupe. Je vais le monter. Je le sors comme ça, je le mets dans un autre groupe. Et ce groupe-là, je vais l'appeler... Allez, puis je vais dire que c'est du PNG, pourquoi pas, juste pour tester. Ok. Donc là, je me retrouve avec deux images. J'ai le texte plus le mouton. Et puisque j'ai le générateur qui est activé, et j'ai aussi donc l'option ici générer fichier d'image qui est activé, automatiquement, je vais me retrouver avec d'un côté, voilà, l'image du rectangle avec le texte, au format PNG, avec le nom que j'ai défini dans le groupe, et le mouton ici. Si je modifie donc à nouveau le mouton, avec le ciel sombre, je vais retrouver l'image modifiée en temps réel, sauvegardée. Voilà à quoi sert le générateur d'images dans Photoshop. Ensuite ici, activer les connexions à distance. Vous aurez par exemple la possibilité d'afficher en temps réel votre document pendant que vous travaillez sur un autre support. Ça peut être dans une application par exemple. Ensuite ici, vous avez les options pour les filtres et les panneaux d'extension. Alors afficher tous les groupes et noms de la galerie de filtres par défaut, c'est décoché, ce qui vous permettra de ne pas avoir l'ensemble de tous les groupes et les noms de filtres affichés dans le menu. Ça simplifie un petit peu. Concrètement, ce que ça fait quand c'est décoché, lorsque vous allez ici dans le menu filtre, vous voyez ici, j'ai pas beaucoup de groupes à afficher. Si je veux avoir l'ensemble des filtres de galerie d'effets de filtre, je vais ici aller chercher galerie d'effets de filtre. Et si je veux avoir l'ensemble des filtres affichés dans le menu, et ben je vais aller cocher ici, afficher tous les groupes de noms. Ok. Et là, quand je vais dans le menu filtre, vous voyez, j'en ai beaucoup plus que tout à l'heure. Vous avez ensuite la possibilité ici de permettre une connexion Internet pour les extensions. Vous avez des extensions qui demandent une connexion Internet, notamment l'extension Pixabay. Donc Pixabay, c'est un site d'images gratuites. Vous avez une extension disponible dans Photoshop, mais pour cela, bien sûr, il faut que cette extension se connecte à Internet pour aller chercher les images. Et vous avez ici charger les panneaux d'extension. Vous pourrez demander, puisque c'est coché, à Photoshop de les charger au démarrage. Donc les extensions, hein, concrètement, vous les trouvez dans le menu Fenêtre, Extensions, et vous les avez ici. Donc par exemple, si je prends l'extension Pixabay, comme je vous le disais tout à l'heure, il vous faudra déjà une connexion, ok, et il faudra aussi, pour certaines extensions, peut-être avoir un login et un mot de passe pour pouvoir l'utiliser. Après, en ce qui concerne le texte, vous aurez ici l'option d'avoir ou non les guillemets typographiques. Pour rappel, les guillemets typographiques, c'est cela, ok, alors que ceux d'en dessous, voilà, c'est les guillemets qui sont non typographiques. Et en France, on doit utiliser les guillemets typographiques. Ensuite, vous avez en dessous activé la protection des glyphes manquants. Donc les glyphes manquants, c'est par exemple lorsque vous allez utiliser un accent sur une lettre et que vous souhaitez mettre cette lettre en capitale, vous aurez donc la capitale avec l'accent. Certaines polices n'ont pas ce type de glyphe. Et dans ce cas, en cochant ça, vous allez autoriser Photoshop à aller choisir une autre police de caractère juste pour ce caractère manquant, afin de pouvoir quand même l'afficher. Mais par contre, du coup, ce ne sera pas la même police. Afficher le nom des polices en anglais, ça va déterminer s'il faut afficher des polices de caractère non romain avec leur nom romain. Ici, vous avez l'option utiliser la touche échappe pour valider le texte.
Si vous le décochez, vous pourrez toujours valider votre texte avec la touche Entrée de votre pavé numérique. L'option Activer les variantes de glyphes de calque de texte est cochée par défaut. Cela vous permettra, lorsque vous avez une police qui a donc des variantes de glyphes pour un caractère, lorsque vous allez le surligner, voilà, d'afficher les glyphes disponibles pour ce caractère. Évidemment, si c'est décoché, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Une option récente apparue donc avec la dernière version de Photoshop, CC 2019, la possibilité de remplir les nouveaux calques de texte avec du texte de substitution. Concrètement, lorsque vous utilisez l'outil texte, maintenant, si vous faites un bloc de texte à l'aide d'un cliquer-glisser, vous aurez ce bloc qui sera rempli avec du faux texte. Et même si vous faites un simple clic, vous aurez tout de suite du faux texte qui va s'afficher. Si vous ne souhaitez pas voir ce type de comportement, vous pouvez décocher cette option. Ici, vous allez pouvoir changer le nombre de polices récentes à afficher. Alors, dans Photoshop, je n'ai pas trouvé où est-ce que Photoshop nous affiche les polices récentes. Si quelqu'un sait, je serais bien curieux de voir la réponse. Donc, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Je sais que dans Illustrator, par exemple, dans le menu texte, nous avons un menu spécial avec les polices récentes affichées. Dans Photoshop, je ne le trouve pas. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner donc les options pour le moteur de texte. Nous, en ce qui nous concerne, c'est celui-ci, Asie de l'Est. Si vous choisissez une langue du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud, voilà, vous pourrez choisir ce moteur de texte. Aperçu de technologie, ici vous avez la possibilité, par défaut c'est coché, vous aurez ici la possibilité d'activer un algorithme très intéressant lors de l'agrandissement qui s'appelle conserver les détails 2 lors de l'agrandissement. J'avais fait une vidéo sur cette option. Lorsque vous allez utiliser donc la commande image taille de l'image et que vous faites ici un agrandissement, vous aurez maintenant, si vous cochez l'option, conserver les détails 2.0. Donc ça, c'est un algorithme qui permet, comme son nom l'indique, de conserver les détails lors d'un agrandissement. On avait déjà ici conservé les détails présents, mais la version 2.0 a été améliorée et elle est vraiment meilleure. Si vous utilisez une Surface Pro 3, vous aurez la possibilité d'utiliser une palette de touches de modification disponible avec la Surface Pro 3, donc qui est un périphérique tactile de Windows. Donc voilà en ce qui concerne les préférences de Photoshop CC et plus précisément CC 2019. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou un autre cours.